Au cœur des vastes paysages du Québec, entre nature sauvage et ville animée, se déploie une autre manière de penser l'école. À Québec, l'inclusion scolaire n'est pas pensée comme une exception, mais comme un cadre de référence partagé. Accueillir tous les élèves, quelles que soient leurs difficultés, suppose de repenser les pratiques, les postures professionnelles et l'organisation même du système scolaire. C'est pour mieux comprendre cette approche que l'équipe mobile d'appui à la scolarisation de Lille, composée de Julie et Constance, a entrepris un voyage d'études au Québec, à la rencontre de professionnels engagés dans l'inclusion au quotidien. Avant d'entrer dans ce voyage d'études, Julie nous explique ce qu'est une EMAS et le rôle qu'elle joue auprès des équipes éducatives. Avec Constance, nous travaillons dans une EMAS. EMAS, qu'est-ce que c'est ? C'est une équipe mobile d'appui à la scolarisation. C'est un dispositif national, ce qui veut dire que pour chaque école, chaque collège, chaque lycée, vous avez une EMAS qui est forcément rattachée et que vous pouvez solliciter. Au niveau de notre équipe, sur l'EMAS de Lille Centre, nous sommes rattachés à une association qui est APF France Handicap. Nous intervenons tant dans le secteur public que dans le secteur privé et on intervient également de la maternelle au lycée. Les 3 missions principales de l'équipe mobile d'appui à la scolarisation sont la première, appui et conseil auprès des équipes enseignantes. Alors déjà pour précision, quand j'entends équipe enseignante, c'est large. Ce sont les enseignants, mais également les AESH, ça peut être les aides-SEM si nous sommes en maternelle, les coordos de PIAL, les inspecteurs, toute personne gravitant autour du champ éducation nationale. Ça peut être tout simplement un enseignant qui accueille dans sa classe un élève en situation de handicap et pour lequel il aimerait avoir quelques pistes pour optimiser sa scolarisation. Ça pourrait être également un autre enseignant qui nous sollicite pour nous demander de l'aider à réaménager sa classe afin qu'elle soit beaucoup plus accessible aux différents profils d'élèves qui l'accueillera à la rentrée par exemple. Notre deuxième mission, c'est une mission d'information et de sensibilisation, et bien dans le champ large du handicap. Donc c'est pareil, une mission qui peut être faite auprès des inspecteurs, auprès des AESH, auprès des équipes enseignantes. Encore une fois, toute personne ayant des questions ou s'intéressant au champ du handicap peut solliciter l'EMAS pour qu'on puisse venir lui procurer quelques informations et quelques outils utiles dans la classe. Et notre troisième mission, c'est une mission plutôt de partenariat. L'EMAS a pour rôle de connaître les différents dispositifs de l'éducation nationale et du médico-social pour pouvoir aider au mieux les équipes enseignantes dans l'accompagnement des élèves qu'ils peuvent avoir en classe et faire du lien auprès de tous ces partenaires. Au Québec, l'inclusion scolaire ne repose pas sur des dispositifs isolés. Elle s'appuie avant tout sur une posture partagée. Ce qui soutient le plus fragile renforce l'ensemble. Pour poser les fondements de cette réflexion, nous avons rencontré Ginette Gagnon. Orthopédagogue de formation, elle accompagne depuis de nombreuses années les équipes éducatives dans la mise en place de pratiques inclusives. Ce qui était bon pour un élève était très profitable à l'ensemble. On avait tendance en éducation à catégoriser les jeunes comme forts, moyens et faibles, tandis que la nature, elle, va catégoriser plus comme une espèce sensible. Alors, ici, au Québec, on protège baleine noire. Et on sait que la baleine noire, elle est en haut de toute une population, dans le fond. Et si on donne à la baleine noire les conditions pour prospérer, grandir, se développer, on se trouve en même temps à améliorer les conditions de vie de tout un ensemble. Et d'animaux et de plantes, etc. La métaphore de la baleine noire invite à repenser un principe profondément ancré dans l'école, celui de la norme et de la moyenne. La moyenne n'existe pas. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains entraînaient des équipes d'aviateurs pour bombarder. Et les effets, dans le fond, l'impact de ces bombardements-là était décevant.
Alors, les généraux se sont dit, parce que les cockpits étaient mal adaptés, alors ils se sont dit, oui, on a confectionné le cockpit le plus adapté possible pour arriver à avoir un meilleur impact. Alors, ce qui fut dit fut fait, et on a pris les aviateurs, on les a mesurés, longueur des bras, longueur des jambes, taille, poids, amplitude de mouvement dans le cockpit, etc. Et on a fait la moyenne de tout ça, et on a construit le cockpit idéal. Et on les a envoyés en mission. Selon ce que j'ai rapporté, les résultats ne se sont pas améliorés. Mais aujourd'hui, si vous montez dans votre voiture et que vous pouvez ajuster le siège, la hauteur, le volant, l'amplitude, c'est le résultat de cette recherche-là. Alors, on a réalisé que la meilleure façon de développer une performance, c'était d'adapter l'environnement à la personne. Et voilà. Tous les élèves maintenant sont mélangés. C'est très hétérogène maintenant comme groupe. Donc, les forts, ceux qu'on appelle les forts, ceux qui sont des modèles, des leaders positifs, se retrouvent maintenant aussi avec des élèves qui ont des grandes difficultés scolaires, des troubles d'apprentissage, TDAH et des élèves TSA. Donc, on a du multiniveau. Ce qui fait qu'on n'a pas le choix maintenant de travailler avec l'enseignant pour être capable de répondre à tous ces besoins-là. Parce que les élèves sont tous au même endroit. Tu as les forts, tu as les faibles, puis on n'enseigne plus pour ceux-là du milieu, là. Ouais. Ça n'existe pas. Qui n'existe pas. Si la moyenne n'existe pas, alors chaque élève est porteur de compétences singulières. L'élève ne peut plus être réduit à une norme ou à un profil unique. Ginette nous fait part de son cheminement vers la responsabilité de reconnaître l'élève comme une personne compétente. C'est au tout début de ma carrière où j'ai été amenée par des enfants à les regarder dans le fond dans les yeux, puis à me demander c'est qui cet enfant-là, c'est quoi son besoin, puis qu'est-ce que je peux faire pour l'aider. Et ça, on est au cœur de la pratique orthopédagogique. Alors, c'est qui l'enfant? Ce n'est pas uniquement une étiquette ou une évaluation. Ce n'est pas seulement une limitation, un enfant. C'est un ensemble de potentialités qui va se définir peut-être par certaines particularités, mais en même temps, si je sais aller trouver d'autres leviers, des leviers compensatoires, je vais être capable de faire en sorte que cet enfant-là, je vais mieux définir ses besoins, mais en même temps, il va apparaître des moyens pour que cet enfant-là puisse cheminer. Changer de regard sur les élèves, c'est aussi changer la place que l'on donne au handicap, non plus comme une définition, mais comme une information utile pour mieux accompagner. Nous, ici, au collège, on n'accepte pas par rapport à l'handicap. C'est pas qu'on le reconnaît pas, mais ce qu'on dit, c'est qu'on en tient compte. Mais c'est pas la première information que l'enseignant va avoir. L'enseignant va avoir plutôt l'information des besoins de l'étudiant. Quels sont ses besoins? Puis l'étudiant qui le voudra, un peu comme quand l'étudiant va en entrevue pour le travail, ben, il y a une façon de se présenter autre que de dire, par exemple, je suis autiste, point. Mais comment je fonctionne? Qu'est-ce qui fait que moi, ça va bien? Comment dans une équipe, je peux contribuer? Est-ce que c'est mieux par écrit? Est-ce que c'est mieux si je m'assois le long d'un mur? Si je parle pas à l'heure du midi, est-ce que ça veut dire que je suis pas de bonne humeur? Non. Alors, c'est comment se présenter puis comment faire part de ses besoins. Nous avons compris que l'élève ne se définit pas par son handicap et que celui-ci n'empêche pas la compétence. Mais pour accompagner l'élève et ses besoins, encore faut-il les comprendre. Orthopédagogue de formation, Annick Gervais est aujourd'hui directrice adjointe à la polyvalente Benoît Vachon. Elle nous partage comment la pratique orthopédagogique soutient autant l'élève que l'enseignant. Tu sais, un orthopédagogue, c'est « tu dois apprendre ça, je dois t'aider à l'apprendre ». On parle souvent d'un triangle, tu sais, tu as l'enseignant, tu as l'élève et tu as le savoir. Mais il faut que tout ça fonctionne bien. Nous, le rôle des orthopédagogues, c'est d'arriver à un moment donné de dire « OK, qu'est-ce qui va pas? » C'est peut-être l'enseignant qui connaît pas bien son élève, qui connaît pas sa difficulté. C'est peut-être que pour arriver à apprendre ça, ben, si l'élève a des troubles de lecture, je vais devoir compenser. Il y a tout ça, puis il y a l'enseignant qui, justement, se dit « Moi, j'ai affaire à apprendre ça à mes élèves, mais est-ce que je peux leur faire apprendre différemment? » Tu sais, avec des stratégies différemment pour que ça puisse... que ce soit pas juste pour mon TDAH, mais si je le fais pour lui, ça va aider tout le monde. En fait, c'est qu'ici, présentement, si on regarde la grosseur de l'école secondaire, on a vraiment de l'intégration, on a de l'inclusion, vraiment dans tous nos locaux, dans toutes nos classes. Et aussi, on a parti du modèle aussi très élitiste, où est-ce que les élèves forts en anglais, les bons élèves étaient en sport, avaient de l'anglais, ce qui crée des dynamiques de classe très difficiles, hein?
Parce que les bons, les élèves qui avancent par eux-mêmes, qui ne demandent pas d'intervention, peu importe, étaient ensemble, et les autres. Donc, ça devenait des classes très difficiles, comportement géré, tout ça. Ce modèle-là a été réinventé dans le sens que maintenant, ici, tous les élèves ont droit à un profil. Un profil de sport, un profil d'art, un profil où est-ce qu'il y a une motivation qui vient au moins chercher l'élève. Ce qui fait des dynamiques de groupe tellement hétérogènes qu'on n'a pas le choix d'aller vers de la formation aux enseignants. Parce que maintenant, c'est d'enseigner au TDAH, d'enseigner à celui qui est doué, mais qui a une douance, mais qui va être passif parce que c'est trop facile. Mais tu as celui qui veut avoir 100% puis qui se donne puis qui pose 100 questions. Tu as l'élève aussi qui a TDA, tu sais, que lui, non médicamenté parce que ses parents veulent pas. La solution, c'est oui, un éducateur spécialisé par niveau pour soutenir l'équipe enseignante, parce que ça arrive. Et le fait que les élèves soient tous maintenant inclus dans leur groupe, par équipe niveau, avec l'éducatrice, la direction de niveau, on n'a pas le choix de travailler l'environnement classe. Fait qu'on est vraiment capable de dire tout le monde se partage ces mêmes élèves-là. Fait que tout le monde travaille en collaboration à se dire, moi j'ai essayé ça avec eux autres. Moi j'ai essayé ça dans cette dynamique de classe. Avec cet élève-là, ça fonctionne bien. Donc on est capable en équipe niveau de remettre les conditions gagnantes là, à chacun des niveaux, à chaque élève. Fait que c'est l'important ici de la communication puis d'avoir, tu sais, je parle de Mme Ginette qui est venue en début d'année justement quand je vous dis que maintenant on se partage cette clientèle-là à tous. Tu sais, notre vision ici là, à l'école à la Polyvalente de Benoît-Vachon, c'est un milieu où chacun a sa place. Donc en ayant cette vision-là, on n'a pas le choix de se dire, tous ces élèves-là sont avec nous, avec des profils différents. Il faut s'adapter à eux. Donc il faut les amener à vivre des réussites et les réussites sont variables. Parce qu'une réussite pour un, c'est pas une réussite. Oui, c'est la même chose. Donc, l'idée, c'est de venir à dire, il faut avoir un discours commun, avoir une base commune sur les connaissances de c'est quoi les troubles d'apprentissage, c'est quoi les adaptations à mettre en place, c'est quoi qui est légalement aussi possible au Québec là, avec la sanction, tu sais, les outils technologiques. Comprendre les besoins et former les enseignants ouvre la voie à d'autres façons d'enseigner. Des pratiques où l'élève devient pleinement acteur de ses apprentissages. Sébastien Simard est directeur du centre de formation professionnelle Marie Rollet. Il présente une approche pédagogique centrée sur l'élève, qui s'éloigne du cours magistral pour privilégier des supports variés comme la vidéo, favorisant ainsi l'engagement et l'autonomie de l'élève. Le mode d'apprentissage n'est pas magistral. Il reste juste un programme, puis l'an prochain va être aussi dans un mode que nous on appelle individualisé. C'est-à-dire que chaque élève avance à son rythme dans le programme, selon son rythme d'avancement. Chaque compétence que l'élève travaille a une plateforme numérique. D'accord. Puis l'enseignant est là pour le guider, l'accompagner, mais il y a jamais de cours magistraux. Mis à part dans certaines compétences où l'enseignant va offrir un cours en petit groupe parce qu'il y a un petit groupe qui est rendu là puis il va avoir une difficulté. Oui. Mais sinon, c'est l'élève qui chemine et demande l'accompagnement de l'enseignant. Et l'ensemble des contenus est vu sur la plateforme avec des présentations, des vidéos. Il y a toutes sortes d'éléments pédagogiques qui se trouvent dans cette plateforme-là qui vient nourrir, mais assurément que l'enseignant, c'est un changement de posture. C'est plus l'enseignant qui est le transmetteur de connaissances. Puis, il l'est, mais quand le besoin est là, à travers la plateforme, puis ça permet aussi aux élèves qui, avec plus facilité d'avancer plus vite. C'est assurément plus un coach. C'est plus de voir les apprentissages différemment. Comme je vous parlais, oui, il y a l'ordi, mais la majeure du programme, c'est plus le fait que l'élève est mis au centre de ce qu'il fait. Donc, il n'y a pas, contrairement à ce qu'on a parlé tantôt, il n'y a pas de cours magistraux qui se donnent, ni à part des capsules, ni à part des petits moments où on prend une notion avec tout le monde. Sinon, c'est l'élève qui avance à travers un projet qui monte, essentiellement des projets où la part des autres est importante. L'idée de la communauté. Ils sont comme en équipe aussi. Exact, ils sont dans l'équipe de 4 généralement. Les classes sont faites que c'est tous des îlots de 4, donc ils sont toujours avec leurs collègues. Donc le programme est plus monté sur cette dynamique qui est vraiment de mettre l'élève au centre. On a parlé de l'enseignant qui était tantôt plus un guide, mais
pratique, c'est ça depuis que c'est début, depuis 30 ans, 26-27 ans, que l'enseignant, il ne donne pas des cours, il est là pour guider l'élève à travers ce qu'il fait. Puis la pratique a débuté, ce que les gens craignaient, puis ce qui était la plus grosse crainte de tout le monde, c'est-à-dire, bon, les élèves, surtout les ados, ils feront rien. Mais non, du tout. On ne connaît pas personne, même dans leur vie adulte, que, oui, ils peuvent perdre leur temps à procrastiner, puis ça, comme n'importe qui, mais de dire qu'ils vont attendre que tout le monde travaille à leur place, ça n'arrive pas là. Si vous allez sur le site du Collège des Compagnons, dans la portion référence, vous avez les études qui ont été faites sur la réussite des élèves, qui prouvent pas que les élèves réussissent mieux que les autres, mais qu'ils sont plus motivés dans leur parcours et qui savent davantage qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie. Donc, se connaissent davantage mieux comme apprenant comme personne. D'accord. Annick et Sébastien ont placé l'orthopédagogie au cœur de leur pratique. Reste maintenant à comprendre comment cette approche peut se déployer concrètement au quotidien. Quels sont les moyens, les outils, les pratiques facilitantes pour la mettre en œuvre. Tout d'abord, l'outil technologique. Nous, maintenant, chaque élève a maintenant un outil technologique, justement, étant donné qu'on a formé énormément les enseignants sur les troubles, sur les indices, sur ce qui est possible de tenter. Donc, les enseignants, maintenant, ont développé cette qualité-là d'expert, de dire, je vais essayer quelque chose. Étant donné qu'on les a formés sur les outils, étant donné qu'on leur a expliqué qu'est-ce que ça peut faire. Puis maintenant, là, on n'est même plus dans les logiciels qui sont payants, comme que Chromebook, avec sa suite, a le lecteur immersif. Il y a toutes sortes de choses avec la suite Google qui est possible. Donc, les enseignants se sont mis à essayer des choses. Donc, on les encourage à essayer des choses. Puis après ça, ben, une fois qu'on les a formés sur l'utilisation, quand il y a un sentiment de compétence de leur part, de reconnaître les besoins, puis de mettre en place des adaptations, puis on les appelle pas adaptations tant aussi longtemps qu'on les met pas dans un plan d'intervention. On les appelle flexibilité. La flexibilité, c'est ajuster les apprentissages en fonction du projet de l'élève. On a aussi des jeunes de 16 à 20 ans qui sont dans une dynamique de ça n'a pas bien été au secteur jeune, je ne sais pas trop, je vais essayer la formation professionnelle qui arrive chez nous, zéro organisé, qui ont des profils avec des difficultés d'apprentissage, des déficits d'attention, troubles spécifiques, troubles de langage, qui ont malheureusement pas réussi à trouver leur voie au secondaire, qui finissent par trouver la voie en formation professionnelle, des fois en majorité. Peut-être pas tout le temps dans le programme qu'ils ont choisi parce qu'ils ne se connaissaient pas trop au début, mais qui apprennent à se faire confiance puis vivent des réussites pour une première fois. Je pense maintenant, les jeunes avec des troubles spécifiques, dyslexie, dysorthographie, tu sais, s'il n'y a pas de cours de français, là, si tu t'engages pour devenir opérateur en informatique, il n'y a aucun cours que c'est un cours de français. Là. Donc la barrière de la langue est plus là. Tu peux devenir un très bon opérateur informatique, même si tu as même un trouble de langage qui est sévère. Là, ça n'a rien à voir, on n'a pas de cours de français, fait que là, ils se rendent compte que finalement, une fois qu'on leur enlève la dimension obligatoire de faire ce cours de français-là, ils sont capables de réussir. Puis là, tu vois les ailes qui poussent. Parfois, soutenir les apprentissages commence par offrir un espace pour souffler. Au Cégep de Sainte-Foy, certains aménagements viennent soutenir concrètement le quotidien des élèves. C'est le cas de la salle de répit, un espace pensé comme un lieu d'apaisement et de recentrage. Placée sous la responsabilité d'une éducatrice spécialisée, cette salle a d'abord été conçue pour répondre aux besoins des élèves présentant un trouble du spectre de l'autisme. Elle offre un environnement sécurisant, propice à la régulation, loin de la surcharge sensorielle que peut représenter le milieu scolaire. Mais très rapidement, cet espace a trouvé une utilité plus large. La salle de répit est aujourd'hui accessible à l'ensemble des élèves qui en ressentent le besoin. Qu'il s'agisse de gérer un trop-plein émotionnel, de faire une pause ou simplement de retrouver un état de disponibilité pour apprendre. Chacun peut y trouver un soutien adapté. Cette approche rappelle que répondre aux besoins particuliers profite souvent à tous et que des aménagements pensés pour certains élèves peuvent devenir des ressources précieuses pour l'ensemble de la communauté éducative. Parmi les pratiques facilitantes qui émergent du terrain, le co-enseignement occupe une place de plus en plus importante. Le co-enseignement s'inscrit aujourd'hui comme une pratique fondée sur la collaboration entre deux enseignantes auprès d'un même groupe d'élèves.
En croisant leurs regards et leurs expertises, cette approche permet d'adapter plus finement les pratiques aux besoins de chacun. À l'école du bac, 2 enseignantes nous partagent leur expérience du co-enseignement au quotidien. Donc du coup, vous utilisez donc ce modèle un peu particulier qui est le co-enseignement. Comment vous pourriez résumer ça pour expliquer à quelqu'un qui ne connaîtrait pas le co-enseignement ce que c'est finalement? C'est une grande classe. En fait, nous, on a chacun notre groupe. Administrativement, nous avons nos listes, le groupe à Myriam, le groupe à Isabelle, mais nous, ici, on forme une grande classe où on cohabite avec les élèves. Tous nos élèves. Cette année, on a 31 élèves, mais comme on se disait tout à l'heure, on pourrait aller jusqu'à 38. C'est ça, notre vie, c'est dans la classe, c'est de vivre avec les 38 amis. Puis, ils ont toujours deux adultes qui sont avec. Tous Puis nos les élèves. élèves vivent comme ça. Ils savent pas, ils sont pas plus avec Mme Myriam que Mme Isabelle. Nous vivons ensemble, C'est la grande classe. c'est la grande classe. On l'appelle Parce que du coup, c'est ça, pour les enseignants, qu'est-ce que ça vous apporte, ce co-enseignement? on sauve du temps. Ouais. Énormément, Ah. parce qu'une peut faire juste les tâches administratives. Ouais. Là. Je trouve qu'on est toujours à jour. Oui. En général, on est Parce à que jour. si j'oublie quelque chose, il y a d'immenses chances qu'elle Elle y a pensé. On oublie beaucoup moins de choses, moi, Ouais. je trouve aussi. On connaît mieux nos élèves, même Oui. si on en a plus. Finalement, je les aime tous autant, je réussis à bien les connaître. Et on s'en parle tout Beaucoup. le temps. Alors, c'est Ah oui. ça. Au moment, tu sais, même que les choses se produisent, on se parle de nos élèves et de On les choses. connaît bien à cause de Ouais. ça. Fait que Et quand on a un arrive- meilleur regard sur Oui, eux. parce qu'on on a deux paires de yeux qui sont complètement finalement, différents. Nécessairement, Quand on arrive ouais. au bilan, par exemple, avec notre direction, où on doit décrire nos élèves pour voir leurs besoins et tout ça, à chaque fois, elle fait, vous connaissez donc bien vos élèves, oui, mais c'est parce qu'on s'en jase à longueur de journée. Ouais, c'est ça. C'est aussi l'aide à l'élève. Comme là, on a réalisé qu'on se trouvait encore plus compétente. Tu sais, notre sentiment de compétence, je trouve, Il a augmenté. a augmenté beaucoup parce que je sens que je suis capable de faire une Ouais. différence. Tu sais. Est-ce qu'il y a moins de fatigue aussi peut-être pour Oh, vous? complètement. C'est sûr. Complètement. Puis Ça, quand- c'est- ça a l'air ridicule, là, mais si, admettons, moi, je file pas, il est Ah. arrivé quelque chose de... J'étais moins disposée, mettons, tu sais, Myriam, elle prend plus le relais dans ce temps-là, fait que ça paraît, puis l'inverse est aussi vrai, Oui, mais mais on peut ça, on peut s'aider beaucoup, c'est ça, c'est beaucoup de l'entraide. l'entraide, entre les deux, fait que- Ça, l'entraide, puis c'est les élèves qui le réalisent rapidement. Je trouve. Nous, on entend souvent les enseignants nous dire, finalement, on a beau être dans une école, on est isolé. C'est-à-dire Ouais. que, voilà, Ouais, on n'a pas trop le temps d'échanger avec d'autres collègues quand on a un absolument, souci c'est dans la clair. classe. Là, finalement, vous pouvez le faire parce que vous êtes à deux. On dans cette règle classe. toujours tout de suite. Ouais. Puis la pandémie, par exemple, tu sais, au moment de la pandémie, où justement on était complètement isolés, mais de se soutenir tous les jours, de dire, c'est pas grave, On va faire telle affaire. on va faire telle affaire, on va passer au travers. J'étais pas toute seule dans mon local en train de me dire, mais qu'est-ce qui est en train de nous arriver? Non, on était deux. Mais c'est cette moins complémentarité, lourd, ouais. c'est bien moins lourd. Tout est moins lourd. Tout est moins lourd. Tout est plus facile. Et pour les élèves, alors du coup, les bénéfices de ce qu'enseignement pour les élèves, et peut-être plus spécifiquement même pour les élèves qui auraient des besoins éducatifs plus particuliers. Absolument. Ben, c'est sûr qu'on a Quels- moins besoin d'éducatrices spécialisées. Ouais. Là, on a de grands besoins. À deux, on n'y arrive Ouais, pas. c'est ça. Alors là, c'est parce que j'ai besoin d'aide, mais quand on n'y arrive pas à deux, on se dit, OK, ça veut dire que là, l'élève a vraiment des besoins importants. Parce que, tu sais, notre élève qui a des gros besoins au niveau des apprentissages, on n'a pas besoin d'aide pour lui parce Non. qu'il y en a toujours une des deux qui est capable d'aller l'aider. C'est quand même une facilitant. Les élèves, s'en rendent par moins exemple, compte oui, c'est ça, aussi. les élèves s'en rendent moins compte. Dans le sens où la cocotte, si elle fait une crise là, majeure, là, c'est pas compliqué qu'on la sort là, puis le reste du Ouais, groupe on s'en l'a va fait la là. semaine passée. Je trouve que pour eux, c'est moins stressant aussi pour Ouais. les élèves. Dans des situations comme ça, où des élèves Ouais. qui font des crises, où c'est quand même parfois insécurisant. Là, Oui, pour de les se dire qu'il y a enfants. toujours un adulte qui sera là pour s'occuper de cette Ouais, personne qui a Oui, besoin. et Exactement. c'est ça quand j'étais toute seule, on essayait de régler 3-4 problèmes en même temps. Oui, oui. Et là, c'est jamais stressant, les situations. Moi, c'est ça que je trouve qu'il y a Ouais. moins de stress qui arrive, quelque chose de... Tout au long de ce documentaire, nous avons exploré différentes façons de penser et de soutenir les apprentissages, comprendre les besoins, former les enseignants, adapter les approches pédagogiques, aménager les espaces et collaborer autrement. Mais ces leviers prennent toute leur portée lorsqu'ils se rejoignent dans des outils concrets, pensés pour soutenir à la fois l'élève et l'enseignant. C'est dans cette logique qu'a été conçu le Mémomètre, un outil développé en partie par Ginette Gagnon et dont l'illustration a été réalisée par Nadine Thériault, graphiste et orthopédagogue.
Pensé comme un véritable appui au quotidien, le mémomètre permet de mieux comprendre le fonctionnement de l'élève, de rendre visibles ses besoins et de proposer des ajustements concrets. Il incarne l'esprit même de l'orthopédagogie, une approche qui ne cherche pas à compenser les difficultés, mais à soutenir les apprentissages en ne s'appuyant que sur les forces de chacun. Le mémomètre, en 3 mots faciles, le mémomètre, c'est simplicité, méthode, inclusion. Faisant partie au quotidien des pratiques d'enseignants reconnus par leurs pairs pour leurs compétences à créer un environnement pédagogique favorable à l'apprentissage et à la réussite de leurs élèves. C'est que peu importe l'organisation scolaire, quand on applique ce qu'il y a derrière chacun des pictos, on arrive à répondre aux besoins de la majorité des élèves. Non seulement il aide à inclure les élèves qui sont différents, mais c'est bon pour l'ensemble des élèves. Dans la démarche, on a découvert que c'était utile pour tous les élèves. Alors, en touchant le plus fragile, en s'occupant du plus fragile, on répond aux besoins de l'ensemble. Je tiens à dire que les suggestions vont probablement évoluer au fur et à mesure que nos connaissances en didactique, en psychologie puis en pédagogie. Et le fait de créer un lien significatif, ça ne changera jamais ça dans le temps. C'est pour ça que l'équipe voulait un outil simple, mais qui ne jaunit pas. Ça ne dira pas les années, le poids des années à l'usage. Dans le fond, ça permet à l'expertise professionnelle de l'enseignant de se développer, de prendre place. L'outil fait par les enseignants, pour les enseignants. Et ça, c'est assez rare. Et c'est un petit peu comme un outil qui est universel. Ça veut dire qu'il peut être travaillé ou utilisé par tous les enseignants. Mais aussi, c'est que dans beaucoup de milieux, que ce soit l'enseignement primaire, secondaire, que ce soit en entrevue individuelle, on peut suivre la même chose, que ce soit pour une organisation, par exemple en classe de niveau 2, des petits groupes, on va avoir intérêt à suivre les mêmes consignes. Que ce soit pour la classe, ben là, on le met en place avant de donner la leçon. On organise l'environnement pour aider, favoriser les apprentissages. C'est ce qu'il y a d'extraordinaire avec le mémomètre. C'est qu'il va suivre, il va aider à l'évolution, il va suivre l'évolution. Mais on est dans une époque où les enseignants en ont lourd. Les défis sont énormes et le soutien est pas si généreux, là. Il n'y en a pas autant. Alors, quand on a un outil qui peut nous confirmer ce qu'on fait, puis nous aider, nous guider dans ce qu'on fait, ça allège puis ça baisse beaucoup l'anxiété de performance chez les enseignants. Ce voyage à Québec nous rappelle que l'inclusion n'est ni une méthode unique, ni une solution toute faite. À travers ces pratiques, c'est une même conviction qui se dessine. Chaque élève peut apprendre, à condition que l'école sache s'adapter. L'inclusion n'est pas un objectif à atteindre, mais un chemin à parcourir ensemble. Nous tenions à remercier Ginette, Annick, Lucie, Sébastien, Myriam et Isabelle pour cet accueil canadien. Et surtout, un grand merci à Fanny Messiaen pour cette possibilité d'ouverture à d'autres pratiques.